Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des sondages d'opinion et plus exactement, on va parler de ce problème avec les sondages d'opinion dont on ne nous parle jamais. Hmm. Pour rappel, Système 1 est un format vidéo assez court qui me demande peu de temps de production dans lequel je vais réagir à des éléments d'actualité, etc. Et donc comme je l'expliquais il y a quelques instants, aujourd'hui j'ai envie de parler des sondages d'opinion. Alors pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler des sondages d'opinion? Eh bien, tout est parti de ce tweet publié hier par la journaliste à Mediapart Hélène Salvi qui dit « Je n'en peux plus de ces sondages réalisés sur 1000 personnes qui se transforment en « les Français pensent que ». C'est aussi sérieux que l'horoscope de Gala, franchement. Le gros problème qu'il y a avec le tweet de cette journaliste, c'est qu'en fait, elle oublie complètement la notion d'échantillon représentatif. Ça peut paraître extrêmement étonnant, et pourtant c'est ce qu'on observe dans la réalité. Que vous ayez une population de la taille du Luxembourg, une population de la taille des États-Unis, il vous suffit de tirer au hasard 1000 personnes dans cette population pour avoir en fait un échantillon de la population qui sera représentatif de la population dans sa globalité. Alors il faut faire attention quand même, parce que c'est pas parfaitement représentatif. En l'occurrence, il y a ce qu'on appelle la marge d'erreur, qui est en fait la marge avec laquelle vous allez correctement mesurer ou pas mesurer l'opinion publique dans la population sur laquelle vous faites le sondage. Donc en général, pour un échantillon d'à peu près 1000 personnes, vous avez une marge d'erreur de 2 à 3 points de pourcentage. C'est-à-dire que si vous mesurez par exemple que 30% des Français ont une opinion positive d'Emmanuel Macron, ce qui est un chiffre que je viens d'inventer, je ne sais pas du tout si c'est la réalité du chiffre, et si vous avez une marge d'erreur de 3 points de pourcentage, et pas 3%, attention, ça veut dire qu'en fait, il y aura entre 27 et 33% des Français qui auront, dans la réalité, une opinion positive d'Emmanuel Macron. Donc les sondages sont une mesure imprécise de l'état de l'opinion. Mais moi, ça me paraît pas, si vous voulez, déconnant d'interpréter les résultats d'un sondage en disant « les Français pensent que ». C'est peut-être un peu rapide, c'est pas quelque chose qui me paraît déraisonnable de présenter de cette façon-là dans les médias, sachant que là on n'est pas dans un travail scientifique, on est dans un travail journalistique. Le niveau de rigueur à attendre est un tout petit peu plus faible que dans un travail scientifique. Moi ça me choque pas de présenter les choses de cette façon-là. Plus généralement, c'est un peu sympa, disons, de taper sur les sondages, au prétexte que les sondages n'auraient pas forcément bien vu, bien prédit ou prévu certains nombres d'événements politiques. Le passage au second tour de Jean-Marie Le Pen en France en 2002 lors de l'élection présidentielle, donc l'élection de Donald Trump contre Hillary Clinton en 2016 aux États-Unis, le Brexit, etc. Et en fait, c'est plutôt pas vrai. Quand on regarde dans le détail des chiffres, c'est plutôt pas le cas. Donc je vais prendre trois exemples pour essayer de vous convaincre que globalement, les sondages sont pas si mauvais que ça. Le premier exemple que je vais vous prendre, c'est un travail que j'avais fait en 2017. J'avais fait un agrégateur de sondages autour de l'élection présidentielle, donc de 2017 en France. Donc ce que j'ai fait en fait, c'était vraiment très simple. J'avais pris tous les sondages qui étaient publiés à ce moment-là, parce qu'il existe un site internet de la commission des sondages sur lequel les instituts de sondage sont obligés de déposer les notices de leurs sondages. Donc en gros, les notices, ce sont simplement des documents qui reprennent la méthodologie, les principaux résultats des sondages. Donc à partir de ce site internet, j'ai pu constituer une base de données de tous les sondages. J'ai fait très simplement une moyenne arithmétique. Et j'ai regardé qu'est-ce que ça donne si on prend les différents sondages agrégés. Donc pour le premier tour, lors de la dernière vague de sondages, Emmanuel Macron s'est mesuré à 24% des opinions des intentions de vote, Marine Le Pen à 22%, François Fillon à 19,5%, Jean-Luc Mélenchon à 19% et Benoît Hamon à 7%. Donc moi, c'est ce que j'avais mesuré à partir des sondages agrégés que j'avais constitués dans ma base de données. Donc si on regarde les résultats officiels du ministère de l'Intérieur pour le premier tour, donc on constate qu'Emmanuel Macron a fait 24%, Marine Le Pen a fait 21%, François Fillon a fait 20%, Jean-Luc Mélenchon a fait 19,5% et Benoît Hamon a fait 6,5%. Donc ce sont des valeurs qui sont très proches de celles qui étaient mesurées par mon agrégateur de sondage. Si on regarde maintenant le second tour, donc j'avais mesuré 63% d'intention de vote pour Emmanuel Macron et 37% d'intention de vote pour Marine Le Pen lors de la dernière vague de sondage. Les résultats du ministère de l'Intérieur, donc de l'élection finale, 66% pour Emmanuel Macron et 34% pour Marine Le Pen, ce qui correspond quasiment aux intentions de vote que j'avais mesurées moi dans mon agrégateur de sondage. Donc on voit qu'en fait l'écart entre ce qu'avaient mesuré les sondages et le résultat final est pas très important. Un deuxième exemple, alors qui est un peu plus délicat à manipuler, qui concerne l'élection de Trump aux États-Unis en 2016. L'élection américaine est un peu particulière parce que c'est pas comme en France ou dans d'autres pays où il y a une élection nationale et c'est la personne qui a le plus de voix qui l'emporte. Chaque État fait sa propre élection, chaque État élit des grands électeurs
qui eux-mêmes élisent le président. Alors le système est un peu compliqué, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup ça veut dire que ce qui compte aux États-Unis, c'est pas les sondages au niveau national, mais ce sont les sondages au niveau des différents États. Et en fait, ce qui s'est passé en 2016, c'est qu'un certain nombre d'États qui traditionnellement votaient démocrates ont voté républicain. Et c'est ça qui a un peu surpris les gens. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vais prendre le cas du Wisconsin, que Donald Trump a gagné et qui traditionnellement votait plutôt pour les démocrates. Donc Donald Trump a gagné le Wisconsin avec un peu plus de 20 000 voix d'écart sur quasiment 3 millions de voix. Donc c'est très très peu en proportion. Pour la plupart des États aux États-Unis, si vous avez la majorité relative dans l'État, vous gagnez tous les grands électeurs de l'État. D'accord? Donc même si vous gagnez avec une toute petite avance, vous allez obtenir tous les grands électeurs de l'État en question. Donc là, il a obtenu tous les grands électeurs de l'État en question. Alors maintenant, que disaient les sondages à propos du Wisconsin? Alors c'est un peu compliqué, parce qu'en l'occurrence, il y a eu très peu de bons sondages qui ont été faits au Wisconsin. Les commentateurs ont considéré qu'en gros, le Wisconsin, ayant voté démocrate depuis plusieurs décennies, en gros, il allait à nouveau voter démocrate parce que les quelques sondages qui étaient faits laissaient penser qu'effectivement, le Wisconsin allait à nouveau voter démocrate. Le problème, c'est que la qualité des sondages aux États-Unis est un peu moins bonne qu'en France, en l'occurrence, ou en Europe. Donc là, à ce niveau, j'entends bien que l'argument comme quoi les sondages ne sont pas toujours de très bonne qualité se défend en partie. Le problème du Wisconsin, c'est que c'est un État qui a été mal sondé et qui n'a pas été interprété comme tel. Et du coup, on avait trop confiance dans les sondages qui avaient été faits au Wisconsin. Alors que l'information sur la qualité assez douteuse des sondages qui étaient faits sur le Wisconsin était disponible. Donc si on avait prêté un peu plus attention à la qualité des sondages, on aurait sans doute été un peu plus prudent. Et puis le dernier exemple que je vais prendre, ça concerne le Brexit. Le graphique que vous voyez actuellement à l'écran est un graphique qui synthétise tous les sondages qui ont été faits au Royaume-Uni sur la question du Brexit. Chaque point correspond à la proportion de personnes qui répondent. Alors selon la couleur, en vert, c'est la proportion des personnes qui disent « je vais voter pour rester dans l'Union européenne ». En rouge, c'est la proportion des gens qui répondent « je veux quitter l'Union européenne ». Et en bleu, c'est la proportion des gens qui n'ont pas d'opinion. Et vous voyez en abscisse que le graphique est organisé de manière temporelle, donc entre le 1er janvier 2013 et la date du référendum à proprement parler. Et les courbes bleues, rouges et vertes avec la zone grisée autour représentent pour chaque courbe une espèce de moyenne, un lissage de la série statistique. Et les zones grises autour représentent la marge d'erreur du lissage des sondages. Alors déjà, on voit que le nombre de personnes qui ne sont pas décidées est très important, puisque c'est entre 10 et 20% de l'électorat selon la période qu'on regarde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le résultat est très serré, ce qui était le cas pour le Brexit, les 10% des électeurs potentiels qui n'avaient pas une opinion peuvent faire basculer le résultat dans un sens ou dans l'autre. Donc déjà, rien que sur les non décidés, les bleus, déjà là, il faut être prudent. Et maintenant, si on regarde sur les rouges et les verts, on voit sur la dernière période qu'en fait, c'est pas du tout clair. De mon point de vue, la seule interprétation rigoureuse de tous ces sondages, c'est de dire le résultat est incertain. Et pas de dire ça va le faire, le Brexit n'aura pas lieu, les gens vont voter contre. On ne sait pas, c'est trop serré, il y a trop d'incertitudes, donc tout est possible. Et je suis pas sûr qu'à l'époque, c'est ce type de discours qu'on avait entendu dans les médias britanniques ou pas britanniques à propos de ce référendum. Alors au-delà de ces trois seuls exemples, plus généralement, il y a une erreur d'interprétation qui est commise avec les sondages, c'est de croire que ce sont des prédicteurs ou des prévisions du résultat d'une élection. C'est pas le cas en fait. Ce que fait un sondage, c'est que ça mesure l'état de l'opinion à une période T, donc le T étant le moment où on interroge les gens, en général entre la date de sortie du sondage et le moment où les gens sont interrogés, il y a quelques jours de décalage. Donc en fait, un sondage, c'est une photographie de l'état de l'opinion il y a quelques jours en arrière. Ça n'est pas une prévision et ça ne pourra pas être une prévision, d'autant que si on prend la dernière vague de sondage juste avant l'élection. Bon, si le sondage sort le vendredi et que l'élection a lieu le dimanche, ça veut dire que les gens ont sans doute été interrogés le mardi ou le mercredi. Et peut-être qu'entre le mercredi et le dimanche, le jour de l'élection, il se sera passé des choses dans l'opinion publique. Peut-être que les gens se seront fait leur opinion et que pour cette raison, il va se passer des mouvements dans l'opinion publique qu'on ne pourra pas mesurer puisqu'ils auront lieu entre le moment où on aura interrogé les personnes et l'élection, et qu'on ne fait pas de mesure dans cette période de temps-là. Et c'est sans doute ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, c'est qu'il y a beaucoup, notamment les républicains modérés, qui n'étaient pas spécialement fans de Donald Trump. Vraisemblablement, ils se sont décidés à la toute dernière minute, et du coup on n'a pas pu mesurer ça dans les enquêtes d'opinion, parce que certes ils n'aimaient pas Donald Trump, mais ils aimaient encore moins Hillary Clinton. Cet effet de décision de dernière minute, c'est un effet que les sondages ne peuvent pas mesurer, et c'est aussi pour cette raison qu'un sondage ne pourra jamais être une prévision
fiable de l'élection future. Alors cela étant, ça ne veut pas dire que c'est pas des prévisions du tout. Hein. C'est pas on peut tout prévoir ou on peut rien prévoir. Si on reprend le cas de l'élection présidentielle en France, et notamment au second tour, on voit que l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen était tellement important que même s'il y avait eu des mouvements de dernière minute dans l'opinion publique, vraisemblablement, ça n'aurait pas changé le résultat final de l'élection. Donc on pouvait, avec une plus grande certitude, dans ce cas présent, dire que Emmanuel Macron allait être président de la République. Pour autant, la probabilité de voir arriver des mouvements de dernière minute dans l'opinion, c'est quelque chose qu'en fait on peut aussi mesurer dans les sondages. Et typiquement, c'est le sondage du Brexit, avec les personnes qui ne sont pas sûres. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait aussi ajouter dans les opinions, dans les sondages d'opinion, c'est de mettre en évidence les gens qui ne répondent pas ou qui disent « je n'ai pas d'opinion pour l'instant ». Si c'est un sondage qui montre des résultats serrés entre les différents candidats ou les différentes options de vote, ça peut vouloir dire qu'un mouvement important dans les dernières minutes avant l'élection peut modifier considérablement le résultat de l'élection. Le titre de cette vidéo, c'était sur ce gros problème des sondages dont on ne nous parle jamais. Et de mon point de vue, ce problème des sondages dont on ne nous parle jamais, c'est pas que les sondages ne sont pas bons, c'est qu'en fait, les commentateurs en général, qu'ils soient journalistes ou éditorialistes ou politiciens ou autres, ne savent pas correctement les interpréter. Et du coup, c'est facile de dire « Ah mais les sondages se sont trompés » quand en fait, vous faites dire aux sondages des choses qu'ils ne disent pas. Et donc, il y a 3 choses que les sondages ne disent pas. La première, c'est qu'ils ne mesurent pas avec une précision millimétrique l'état de l'opinion, il y a une marge d'erreur. La deuxième chose que les sondages ne font pas, c'est que ce ne sont pas des prédictions du résultat de l'élection. Ça peut l'être, mais ce n'est pas systématique. Et puis troisièmement, les sondages se basent sur une théorie statistique qui est relativement ancienne et qui est éprouvée, mais qui suppose de mettre la confiance dans la mesure faite par les sondages au bon endroit. Qui n'est, à mon sens, pas fait. Alors maintenant que je vous ai fait cette grande révélation, bon, si vous trouvez que le titre est putaclic, hein, c'est totalement le cas. Hein, je n'ai choisi ce titre-là que pour attirer le chaland. Attendez-vous à des titres putaclic dans l'avenir. Fin de la parenthèse. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, pour se prémunir contre ces erreurs d'interprétation par rapport au sondage? Donc moi, je vois 3 ou 4 éléments de réponse. Le premier, c'est toujours avoir en tête la marge d'erreur. La règle est assez simple. Pour une population d'à peu près 1000 personnes sondées, la marge d'erreur, c'est plus ou moins 2-3 points de pourcentage. En plus, mais aussi en moins. Donc une fourchette de 6 points de pourcentage. La deuxième chose, c'est de ne jamais se limiter à un seul sondage. Essayez de voir plusieurs sondages. Est-ce qu'ils disent des choses qui sont cohérentes entre elles? Ou est-ce qu'il y a des sondages qui sont un peu bizarres? Parce que s'il y a certains sondages qui sont un peu bizarres, peut-être que leur méthodologie est un peu douteuse. Et peut-être que du coup, il faut être un peu prudent sur ce que disent ces sondages-là par rapport aux autres. Je pense qu'une troisième interprétation, c'est de ne pas tellement s'intéresser au niveau, mais plutôt à la dynamique. Si vous prenez un institut de sondage en particulier, il aura tout le temps la même méthodologie. Donc ce qui aura plus de sens, ça va être de regarder comment évolue le truc que vous essayez de mesurer au cours du temps. Typiquement sur la cote de popularité du président, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs. C'est ça qu'il faut sans doute plus regarder que le niveau à proprement parler. Si la cote de popularité baisse, c'est sans doute qu'effectivement il y a des mouvements dans l'opinion publique de gens qui sont de moins en moins satisfaits du président de la République, plutôt que le niveau, que dire il y a 30% des gens, peut-être qu'en fait c'est 35 ou 25, on ne sait pas trop. Par contre, si ça baisse ou ça monte, ça dit sans doute plus de choses sur la dynamique politique que se contenter du niveau de la mesure à proprement parler. Idéalement, c'est d'avoir des agrégateurs de sondages qui vous donnent une moyenne des sondages et la marge d'erreur aussi, agrégée. Malheureusement, c'est quelque chose qui se fait pas tellement en France. On a été quelques-uns à vouloir le faire en 2017 pour l'élection présidentielle, mais c'était plus en amateur. Moi, techniquement, ce que je faisais, c'était des moyennes arithmétiques, hein, donc c'était vraiment très simple. Il y a quelqu'un d'autre qui avait fait quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Donc ça se fait davantage aux États-Unis. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille de suivre J. Elliott Morris, qui fait des agrégateurs de sondages sur tout un tas de sujets et qui discute justement de l'aspect méthodologique, et c'est extrêmement intéressant ce qu'il fait. Il est maintenant journaliste à The Economist, ce qui est quand même pas mal. Et il continue à faire justement des agrégateurs de sondages sur les États-Unis et le Royaume-Uni. Il fait des choses qui sont vraiment fascinantes et donc je ne peux que vous encourager à aller le suivre sur Twitter. C'est en anglais par contre. Voilà, donc la grosse révélation au final c'était ça, c'était le problème des sondages, ce ne sont pas les sondages eux-mêmes, c'est l'interprétation qu'on en fait. Moi je suis à peu près certain que si on faisait une interprétation plus rigoureuse des sondages dans les médias, on n'aurait sans doute pas cette espèce d'image de les sondages, en gros c'est de la...
pour aller un peu vite. Et je pense que, en tout cas dans le cas de la France, j'ai conscience que ça n'arrivera probablement jamais, mais ce serait sans doute préférable que les journalistes considèrent les mathématiques et les sciences, qu'elles soient naturelles ou humaines d'ailleurs, comme faisant partie de la culture avec un grand C. Ça leur donnerait l'occasion d'éviter de complètement oublier le principe même sur lequel les sondages sont construits, comme le tweet de tout à l'heure le montrait, et du coup de faire des interprétations qui sont meilleures et de donner à la fin une meilleure information publique, parce qu'il faut quand même pas oublier que l'objectif principal c'est celui-ci, c'est l'information du grand public. De nous, en fait, quand on fait des erreurs d'interprétation, on donne une mauvaise information publique qui va un peu à l'encontre du principe du journalisme. Donc voilà, c'était quelques réflexions sur la question des sondages. J'espère que ça vous aura intéressé. Toutes les sources sont dans la description. N'hésitez pas à vous y référer pour vous faire votre propre opinion. Évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez des questions, des remarques, etc. par rapport à son contenu. N'hésitez pas également à suivre l'économiste sceptique sur toutes les plateformes sociales, voilà, Facebook, Twitter, YouTube, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à mettre la cloche si vous n'avez pas la cloche. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de Système 1 sur l'économiste sceptique. Salut!